On dit souvent que les apparences sont trompeuses et beaucoup d'entre nous vivons comme cachés derrière un masque au quotidien, en proie à la solitude et cherchant le soutien d'autrui ou l'amour comme si on vagabondait en plein désert à la recherche de réconfort. La soif de vengeance et de destruction cache bien souvent un cœur brisé et torturé. Gaara fait partie des personnages mystérieux et lourds de sens dans Naruto, à la fois fort mais fragile avec un équilibre loin d'être établi. Aujourd'hui, faisons tomber son masque de sable pour y analyser toute la sensibilité d'un immense personnage au destin extraordinaire. Un être en proie à la solitude ayant vaincu ses démons intérieurs jusqu'à devenir Kazekage. Installez-vous bien car je vous le dis, vous n'avez pas compris Gaara. Ce sont les blessures du cœur qui sont les plus douloureuses. Et le pire, c'est qu'on n'en guérit jamais totalement. À quoi tu fais allusion? Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX, un navigateur internet ultra puissant, ergonomique, fluide et surtout aussi rapide que le Shinkansen du Japon, que j'utilise déjà en permanence dans mon quotidien pour travailler mes vidéos et aussi simplement pour faire mes recherches pour les vidéos manga animés. On a pour la première fois un navigateur avec une interface travaillée et ultra intuitive et surtout 100% personnalisable. Que ce soit dans la couleur, les icônes, la disposition des icônes que tu peux aussi 100% personnaliser, les applications que tu peux ajouter directement dans l'interface pour les linker comme par exemple ton compte Crunchyroll ou Netflix pour mater des animés entre deux vidéos à écrire par exemple. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux travailler tout en mettant ton animé en fond avec un petit écran réduit pour pourquoi pas faire deux choses en même temps. Productivité assurée. Le plus intéressant, c'est le GX Mode, c'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser plein de modes pour personnaliser l'expérience, pousser à fond les performances du navigateur, simplement te faire kiffer. Tu peux y ajouter des musiques de fond comme des OST d'animé, des sons personnalisables sur les touches du clavier ou ce que tu veux. Regardez par exemple ici, je peux sélectionner la musique de fond avec le thème Itachi que j'ai sélectionné précédemment et je vous laisse admirer ça. De quoi quand même te filer quelques frissons en tant que fan nostalgique. Et d'ailleurs, tiens, c'est cadeau, je te montre un des thèmes que j'ai choisi parmi tant d'autres. En plus, t'as accès à plein d'outils pour naviguer sur internet en toute sécurité, pour avoir aussi accès à un bloqueur de publicité et un cleaner qui va nettoyer le cache en permanence. Donc si t'es curieux et que t'as envie de tester Opera GX, je te mets un lien dans la description et un commentaire épinglé. Et merci encore à Opera GX d'avoir sponsorisé la vidéo. Quand on rencontre Gaara pour la première fois, on est marqué par sa présence à la fois sombre et silencieuse. Un personnage qui n'a pas besoin de parler ou de bouger dans tous les sens pour qu'on comprenne qu'il en impose. Un chara design qui ne laisse aucun doute et un regard imperturbable qui en dit long sur son potentiel. Sa première rencontre avec Sasuke et Naruto nous fait déjà saliver d'avance en vue d'un duel qui pourrait marquer l'histoire. Durant les épreuves de l'examen de Chunin, on a pu voir son potentiel d'intelligence et de combat, sans oublier la crainte qu'il inspire par sa puissance, autant à ses ennemis qu'à ses alliés. Un arc qui a dévoilé autant ses valeurs que sa force, mais aussi ses faiblesses. Mais pour bien comprendre le personnage, il est nécessaire de revenir à ses origines, au village de Suna, lieu de sa naissance et bien sûr aussi de tous ses démons intérieurs qui l'ont rongé petit à petit jusqu'à une rédemption exceptionnelle à travers le manga. Dans son enfance, on ne peut pas dire que Gaara était aimé, du moins c'est ce qu'il pensait à raison. Son père, le 4e Kazekage, le rejetait totalement, son frère Kankuro, sa sœur Temari et même l'ensemble de son entourage, tous le voyaient comme un véritable monstre. Un petit être puissant et instable, rongé par la solitude, l'incompréhension et la rancœur. Avant même de naître, son destin était tragique. À la demande du 4e Kazekage, c'est Chiyo qui va sceller Shukaku dans le jeune Gaara, afin d'en faire l'arme ultime du village de Suna, en proie à de graves crises militaires, politiques et économiques. La solution reposait donc entièrement sur ses épaules, bien qu'il faille sacrifier 2 vies pour cela, celle de sa mère et la sienne en tant qu'être humain. Avant même de naître, je le rappelle, on lui condamnait déjà son humanité, à le traiter comme un objet ou comme une arme. On ne pensait déjà plus à son avenir en tant qu'humain, mais juste à son potentiel de destruction. Tout ça pour le soi-disant bien du village. Rien que là, je suis désolé, mais tu pars pas forcément avec les bonnes bases dans la vie. Le pire dans tout ça, c'est que son père a donc sacrifié sa mère dans le processus, laissant Gaara orphelin de l'amour d'une mère durant sa vie. Une femme appelée Karura qui a maudit le village sur son lit de mort pour leurs décisions injustes et démesurées. C'est pour cela qu'elle a nommé son fils Gaara qui signifie selon les kanji le démon qui n'aime que lui-même. En espérant qu'un jour, au lieu de les aider, ils finissent par détruire le village pour briser leur égoïsme et leur soif de puissance. Une quête de vengeance en quelque sorte, un petit peu camouflée pour apprendre à Gaara à ne compter que sur lui-même et ne pas compter sur un village ou son père qui le traite comme un monstre et qui pourrait le trahir à tout moment. D'ailleurs, vous allez le comprendre, les notions de famille, d'amour, de monstre et bien d'autres notions sont ultra essentielles et centrales à l'écriture et au développement de Gaara. Vous allez voir ça. Bien qu'il ait grandi sans l'amour de sa mère et sans considération de son père, Gaara a développé comme un sceau maudit avec un pouvoir et un sable qui le protège en permanence, envers et contre tout. Comme si le monde le rejetait mais que lui aussi rejetait ce monde, empêchant quiconque de l'approcher ou de le blesser. Un être qui cherche constamment sa place dans ce monde auquel il ne semble pas pouvoir appartenir mais dont il souhaite faire partie. Cette protection est donc autant une bénédiction qu'une malédiction pour Gaara,
qui renforce malgré lui sa solitude extrême. Une force comme une immense douleur en étant incapable d'être accepté tel qu'il est. L'amour, qui est censé aider n'importe quel être humain et nous rendre plus vivants que jamais, ne fait en réalité que le blesser indirectement. Un amour qu'il est censé mettre de côté pour renier lui-même une humanité qu'on lui a retirée à sa naissance, en tant qu'arme ultime. Rejeter l'amour et le monde est donc sa solution pour survivre et mettre fin à ses souffrances intérieures. Bien que Naruto lui fera comprendre par la suite, lors de leur affrontement, que l'amour doit en réalité être une force et non une faiblesse. Car c'est ce qui te rend plus fort d'avoir des choses à protéger. C'est quelque chose qui te rend vivant et conscient de ta propre existence. C'est justement après ça qu'il se met à apprécier sa propre personne et son propre pouvoir, parlant avec le sable comme à un être cher, ou du moins comme s'il parlait à sa mère à travers le sable, en guise de pardon, d'acceptation et de bonheur qu'il découvre petit à petit, car lui aussi a finalement droit au bonheur, bien que lui-même voulait s'en priver. Ce n'est donc qu'au moment de la confrontation avec Naruto qu'il a réussi à faire la paix intérieure avec cet amour maudit. Car si quelqu'un comme Naruto a pu trouver la paix, a pu trouver sa place et a pu trouver des rêves à accomplir, malgré le fait qu'à la base il était aussi seul que lui peut le ressentir, bah après tout, pourquoi pas lui aussi? Gaara est un personnage qui à la base ne pouvait faire confiance à personne d'autre que lui-même, car ni lui ne comprenait les autres, ni les autres ne le comprenaient. Il faut dire que c'est difficile de s'entourer quand on ne voit en toi qu'un monstre et que toi-même tu finis par te voir comme tel. Constamment fui par les autres enfants, détesté par les adultes à cause du démon qui vivait en lui, et non détesté pour lui en tant que tel, la personnification de Gaara en monstre se réalise petit à petit, comme finalement cela arrive pour la plupart des Jinchuriki comme Naruto et lui. Cette notion de monstre est renforcée par la solitude, la haine du regard de son propre père et ses propos qu'aucun enfant n'aimerait entendre de la part de son géniteur. Même dans sa tristesse, personne ne vient le rassurer, ni l'aider, on l'abandonne à son sort alors que ce n'est qu'un enfant qui n'aura jamais seul les réponses à toutes ces questions. En proie aux mensonges et aux ambitions des adultes, il ne sait pas qui croire ni quoi, et se retrouve à lutter aveuglément sans distinction, se contentant de faire ce qu'on lui demande pour ne pas renforcer la déception et la haine qui l'entoure, qui renforcerait ainsi sa solitude, son rejet, et tout ça comme dans un cercle vicieux. En plus, ne pouvant pas trouver le repos à cause de la malédiction de Shukaku qui le rend insomniaque sous peine que le démon prenne le contrôle de son corps dès qu'il va baisser la garde, cela va impacter négativement au fur et à mesure du temps son esprit et sa condition physique. Cela impacte d'ailleurs son style de combat, plutôt basé sur la défense et l'usure plutôt que sur la force physique ou la vitesse, qu'il ne peut pas développer avec cette usure mentale et physique qu'il subit en permanence à cause de son démon. Au quotidien, il ne peut penser qu'à sa misérable condition, il ne peut pas s'échapper le temps d'un rêve, ni remettre au lendemain ses problèmes comme quelqu'un de normal. Il est en proie constante à ses propres démons et aux autres. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Shukaku libère toute sa puissance quand Gaara s'endort durant ce qu'on appelle le sommeil du Tanuki, comme lors du combat contre Naruto et Sasuke, laissant Gaara entièrement exposé à l'ennemi comme la métaphore d'un enfant ou d'un homme vulnérable en prise à ses démons et aux ennemis. La crainte qu'il a développée envers Shukaku, la crainte d'être trahi et attaqué à H24, la crainte qu'il a envers lui-même et ce qu'il est capable de faire en cas de crise renforce constamment le côté fragile de Gaara, ainsi que son instabilité émotionnelle qui ne trouve ni réconfort ni repos. Des problèmes psychologiques qui se développent jusqu'à désobéir, commettre l'irréparable sans tolérer personne, qu'il soit de Suna ou non, au point que même le Kazekage tente de le faire assassiner des centaines de fois. Ce n'est pas pour rien qu'il développe carrément une sorte de double personnalité comme évoqué plus tôt, entre l'impassibilité et sérénité affichée en dehors de la carapace de sable qui l'entoure, qui contraste avec la fragilité de l'intérieur. Quelque chose que l'on constate à chaque fois que sa carapace de sable est brisée ou affaiblie, comme on l'a vu dans le combat contre Rock Lee ou bien plus tard contre Sasuke et Naruto. Le changement de caractère est total, laissant place à des crises de folie et de colère inégalées. La surveillance constante que lui fait subir son propre père, le Kazekage, car il le considère comme trop dangereux pour le village. Les nombreuses tentatives d'assassinat qu'il mandate auprès d'en tout cas de ses troupes d'élite. Et simplement le traitement strict en tout cas qu'il lui fait subir au quotidien, tout devient archi complexe pour Gaara, que ce soit pour lui-même ou pour nouer des relations. Et au point que n'importe qui deviendrait taré et parano en fait. D'ailleurs, en parlant de son père, au-delà du lien inexistant entre les deux, on y retrouve la symbolique de l'artificiel contre le réel. Le père de Gaara, qui utilise le pouvoir de l'or, symbole de richesse et de pouvoir, contraste avec le côté terne du sable de Gaara. Un être qui ne voit rien d'autre qu'un outil, qu'une arme ou qu'une source de richesse et de pouvoir en regardant son fils, comme finalement motivé par l'appât du gain, laissant de côté la morale et l'instinct paternel autant que son humanité. Mais ce qui est drôle ici, c'est que celui qui est en réalité le plus riche des deux par son pouvoir, c'est Gaara, celui dont la protection permanente nourrie à l'amour maternel ne plie pas et ne trépasse pas malgré la solitude. Un amour qui lui donnera sa plus grande richesse et sa plus grande valeur contrairement à son père. Une humanité plus rayonnante que jamais, au point qu'un jour il sera un Kazekage bien plus fort et respecté que son père. Cette
relation père-fils, loin d'être parfaite, a tout de même laissé place aux révélations touchantes, au pardon et à l'acceptation de l'autre. Le fils a gagné le respect du père par ses accomplissements et l'homme qu'il est devenu, tandis que le père admet ses erreurs et admet enfin la vérité sur lui et sa mère à propos de leur fils, renforçant ainsi l'amour que ressent Gaara après tant d'années de difficultés. On a donc des relations familiales extrêmement compliquées qui à elles seules expliquent l'origine de quasiment tous les problèmes de Gaara. Alors évidemment sans compter les relations avec Temari et Kankuro qui se chiaient dessus H24 à chaque fois qu'ils le côtoyaient, qui ont commencé à faire ami-ami ou du moins frère-sœur dès qu'il a commencé à changer et s'améliorer, et que du moins chacun de son côté a commencé à remettre de l'ordre dans sa vie et à reconnaître ses propres erreurs par rapport à l'autre, ou simplement juste parce qu'il est devenu Kazekage pour être pistonné par la suite en fait. Ça tombe sous le sens. Pour parler un peu plus de la symbolique du pouvoir des sables qui représente le personnage au-delà des sentiments familiaux comme évoqué précédemment, Gaara s'en sert principalement pour mettre une barrière émotionnelle entre lui et les autres. Le côté impassible de l'extérieur contraste avec l'humain fragilisé à l'intérieur et en proie à tous ses démons. On peut remarquer tout au long du manga une évolution intéressante dans son utilisation. Au départ, on a un sable dur, compact et froid, au mouvement brusque uniquement utilisé pour tuer, avant de devenir plus fluide, comme une apparence plus douce afin de protéger ce qu'il aime et une fois éveillé à son équilibre. Un symbole de destruction et de haine puis de protection, à l'image de ce qu'il est capable de produire sur le front face à l'ennemi durant la Grande Guerre Shinobi. Symbolique également de l'évolution de Gaara en tant qu'individu. Son pouvoir évolue avec sa personnalité. Le sable représente donc également une extension de lui-même et montre un contrôle plus ou moins total sur lui-même, mais aussi sur ce qui l'entoure, montrant que Gaara a littéralement un besoin de domination constant sur ce qui l'entoure. Preuve aussi du manque de fiabilité envers les autres, contrairement à ce qu'il ressent envers lui-même. Un sable qui s'écoule montrant le temps qui passe, tout comme les cycles de vie et de mort, ou de construction et de déconstruction. Tous les processus de développement de Gaara qui a dû apprendre à vivre seul, puis accompagner et à manier le sable avec ou sans Shukaku, une fois mort et une fois ressuscité. Un pouvoir symbolique important qui explique parfaitement le personnage de Gaara. Le plus difficile pour Gaara, que ce soit dans son enfance ou sa vie en général, était de trouver sa véritable place dans ce monde. Et c'est à travers les autres qu'il a essayé de la trouver par ses relations familiales ou amicales. La notion d'autrui, que l'on peut caractériser ici par la phrase de Sartre qui illustre à merveille le personnage de Gaara, l'enfer, c'est les autres. Cette phrase philosophique signifie que parmi toutes les pires interrogations que nous nous posons, parmi les pires tortures que nous endurons au quotidien, c'est le jugement des autres. Cela est symbolique de la valeur que l'on accorde finalement aux autres et leur place dans nos réflexions, nos sentiments, nos actions et nos valeurs. On prendrait conscience que l'on existe à travers eux, à travers leurs regards et à travers leurs propos. Et c'est justement à travers leur regard de haine que Gaara pensait qu'il était une anomalie, pas digne de les côtoyer, au point de sombrer et au point de faire ressortir juste ce qu'il y a de mauvais en lui, sans jamais parler de ce qu'il y a de bon au fond de lui. Quelque chose qui remet en question les notions de liberté et aussi d'identité, et donc du monstre car, après tout, qui est-il vraiment? Qu'a-t-il le droit de faire? Et avec qui? Et comment? A-t-il le droit de rêver et a-t-il droit au bonheur en fait? La seule personne qui lui parlait, lui accordait du temps, lui apprenait des choses quand il était enfant, c'était son oncle Yashamaru, bras droit de son père le Kazekage et aussi le frère de sa mère décédée. Il a même empêché Gaara de se suicider, lui qui ne pouvait plus dormir, lui qu'on n'approchait jamais, lui qu'on rejetait en permanence, lui à qui on incombait tous les malheurs du monde, il n'en pouvait plus. La seule personne qui le regardait de manière normale l'a pourtant trahi à la fin. Il pensait qu'il n'avait pas sa place au village de Suna et encore moins dans ce monde. Il a pensé à en finir à seulement 6 ans s'il te plaît. Heureusement que le pouvoir de sa mère l'empêchait de se faire mal quand même. Le pouvoir et l'amour de sa mère qui l'empêchait même de connaître simplement la douleur physique. Quelque chose qui est autant un frein pour se connaître soi-même que pour connaître les autres. Qui eux ressentent la douleur et peuvent comprendre encore plus ce qui est bien de ce qui est mal. De quoi constamment remettre en cause le regard des autres, même le plus doux en apparence, et sa place dans le monde. C'est Yashamaru qui lui explique le concept de douleur physique, mais surtout de douleur intérieure liée au sentiment. Le type de douleur qu'on ne soigne pas avec des médicaments. Cette barrière de compréhension empêchait Gaara de se mettre à la place des autres. Pourtant, pour un soi-disant monstre, Gaara montre parfois enfant un côté empathique qui veut réellement comprendre pourquoi les gens ont mal et ce que cela fait d'avoir mal et surtout qu'est-ce que lui peut faire de mal au point de ne pas être accepté par les autres afin justement de ne pas reproduire auprès des autres ce qui est mal et ce qui ne doit pas être fait, un petit peu comme par exemple quand Yashamaru intervenait durant ses crises de folie pour protéger les enfants de Gaara. Gaara est en permanence en proie à son envie d'être accepté malgré l'ombre qui plane au-dessus de lui qui finit par renforcer les côtés négatifs à son encontre. Une volonté d'être accepté avant de
se renfermer définitivement ou presque suite à la trahison de Yashamaru, qui voulait l'assassiner. Celui-ci a même avoué qu'il le détestait car il le considère responsable de la mort de sa sœur, alors que les vrais coupables sont en réalité le Kazekage et l'élite du village qui ont enfermé Shukaku en lui. C'est quand même le monde à l'envers, on l'accuse de tous les problèmes de tout le monde alors que c'est lui qui subit le plus d'injustice et les ambitions des autres. Il fallait forcément un coupable pour tout le monde et quoi de mieux que de prendre le bouc émissaire de tout le monde pour lui rejeter la faute de notre propre cause et de nos problèmes. Ce n'est qu'en grandissant et au contact de Naruto, comme dit en début de vidéo, qu'il a eu son déclic. Il a retrouvé en face le miroir de quelqu'un qui n'a pas sombré, qui n'a pas lâché, qui s'est créé de lui-même ses propres rêves. Quelqu'un qui croyait constamment l'amour, qui agit sans se soucier du regard des autres, avec toute sa liberté. Certes, Konoha et le Hokage étaient moins rudes que Suna et le Kazekage dans le traitement de leur Jinchuriki, mais leur solitude a fini par les relier. Tout comme par exemple la vengeance rapprochait Gaara de Sasuke. Le fait que pour une fois, quelqu'un mettait les mots exacts sur les douleurs non pas physiques, mais émotionnelles de Gaara, ça a tout changé. Le saut de l'amour qu'il s'est fait sur le front pour se jurer de ne s'aimer que soi-même après la trahison de Yashamaru s'exprimerait dorénavant au-delà de lui-même, mais pas que pour l'amour de soi. Il a trouvé avec Naruto son premier ami, et aussi son premier espoir d'un avenir meilleur. Un Gaara qui fit tomber la carapace et le masque de sable pour évoluer et prouver qu'il pouvait non seulement être humain, mais quelqu'un capable de grandir, devenir meilleur et faire table rase du passé et de son héritage. Accepter ses démons intérieurs, y faire face plutôt que de les fuir, cela a permis à Gaara d'atteindre une stabilité émotionnelle, changeant totalement sa nature. Que ce soit lors du premier affrontement avec Lee, puis à l'hôpital où il était prêt à terminer le travail, puis lorsqu'on le revoit l'aider contre Kimimaro, Gaara a totalement changé son rapport envers lui-même, mais aussi celui envers les autres. Il est aussi important de dire que plus tard, c'est lui aussi qui va se soucier de ses amis et de leur bien-être, tout comme celui de Naruto par exemple, en proie à des doutes et une profonde tristesse vis-à-vis de Sasuke. Un Gaara attristé et peiné pour Naruto qui comprend dorénavant mieux que quiconque la douleur émotionnelle des autres jusqu'à ressentir la leur de lui-même, tout en étant prêt à les aider. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé jusqu'à maintenant du combat entre Lee et Gaara parce que même si c'est un combat qui est épique, légendaire et absolument parfait, il mérite à mon sens sa propre vidéo. Et dans le développement de Lee et le développement de Gaara, à mon sens il est beaucoup plus important dans une vidéo par exemple dédiée à Lee qu'à Gaara. Donc si jamais vous voulez une vidéo de ce style comme je l'ai fait pour Sasuke, pour Pain, Shikamaru ou Gaara, mais cette fois-ci pour Rock Lee et une autre pour le combat Rock Lee vs Gaara, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et bien sûr n'hésitez pas à cocher la cloche. La partie Shippuden conclut totalement le passage à l'âge adulte de Gaara, pour la plupart du temps développé off-screen avec les ellipses et tout ça, avec une déconstruction de son héritage familial pour devenir une personne à part entière et responsable. Cette volonté de reconnaissance était aussi une quête de respect envers les autres et envers lui-même, pour s'imposer non pas par la peur et la force comme avant, mais par des accomplissements majeurs qui apporteront l'admiration de tous. Gagner la confiance d'un peuple qui le rejetait, jusqu'à grimper les échelons et retirer cette étiquette de monstre, c'était son véritable objectif. Un monstre devenu un Kazekage aimé de tous, au point que sa disparition face à Deidara attriste le village, qu'on le pleure et surtout qu'on l'encourage une fois ressuscité par Chiyo. C'est absolument exceptionnel et une véritable preuve d'une rédemption impressionnante et réussie. Gaara a su gagner le cœur de tous et ça, c'était pas forcément gagné. Chiyo, qui par son sacrifice, lui a rendu son humanité en le faisant revenir sans Shukaku, elle qui lui avait scellé le démon avant sa naissance et privé ainsi de cette même humanité. Une façon aussi de dire que la jeunesse reprendrait le flambeau et que cela amorce aussi une passation de pouvoir entre les idées de l'ancienne et la nouvelle génération. Quelque chose que Gaara souhaite changer absolument et surtout pour le meilleur en ayant connu toutes les situations des deux côtés de la barrière. Un personnage plus humain et vivant que jamais, porté au nu par tout un peuple qu'il protège, qu'il dirige avec un discours durant l'alliance Shinobi qui reste dans les mémoires de tous pour galvaniser le monde en quête de paix. Un leader et un chef accompli, capable de créer sa propre liberté, de trouver l'amour après la souffrance, tout en ayant la force de pardonner et d'évoluer. Un Shinobi des sables avec un cœur en or qui a connu les enfers et la lumière du monde des Shinobi.